pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 32. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, jeux vidéo, séries. Et cette semaine, je crois que c'est la première fois qu'on fait vraiment ça. On va parler toys, ou plutôt phénomène de société en fait. Puisqu'on va parler de Lego, et évidemment c'est l'occasion de la sortie de Lego Batman, The Movie. Je suis Daniel Andreev, et de l'autre côté de la planète se trouve Benjamin François, le collectionneur de Lego alias Quix. Hello Benjamin, comment ça va? Salut Daniel, salut les auditeurs. Alors, collectionneur, le mot est peut-être un peu fort. Bon, c'est vrai que j'en ai une petite quantité maintenant, mais en fait je suis extrêmement limité par la place, donc je me suis arrêté. C'est la place plus que la raison qui m'ont poussé à m'interrompre dans ma frénésie d'achat. Et on reviendra dessus quand on abordera le sujet, mais en fait je te situe plus comme une victime, c'est-à-dire dès qu'il y a un truc qui est annoncé, tu le précommandes et tu fais ah putain il faut que je résiste, et puis au bout d'un moment tu te soumets à la pression quoi. Pas forcément précommande, mais c'est vrai que des fois il y a des trucs qui sont annoncés et je me dis la vache, ce truc là je sens qu'il va me le falloir. Donc oui, un petit côté compulsif, c'est pas faux, mais ça dépend aussi vraiment énormément. Tu sais, Lego ils ont énormément de licences et s'il y a des licences qui me parlent plus que d'autres, donc il y a évidemment quand ils annoncent un set basé sur une licence bien précise, bah oui effectivement je sais d'avance que je risque de craquer. Je peux te comprendre, mais moi je résiste. Et c'est le moment de nous parler de ce qui t'est arrivé pendant ces petites semaines, ces 2 petites semaines. Quoi de neuf mon ami? Bah quoi de neuf, j'étais au ski. J'étais parti à la montagne, puisque bah oui, il y a quand même des belles chaînes de montagnes en Californie, donc j'étais à Mammoth Mountain, qui est une des stations de ski les plus prisées de Californie. C'est à côté du lac Tahoe, pour les gens qui connaissent un peu. Donc c'est vers le nord, hein. C'est à peu près à la même hauteur que San Francisco, mais plus vers l'est, à côté du Nevada. Et c'est près de Squaw Valley, non? Alors ça c'est possible, ça ne me parle pas beaucoup. Ah bah oui, c'est Squaw Valley. J'y étais, mais en été, il y a très longtemps. D'accord, bah voilà. J'avais 12 ans. Et bah c'est une des stations les plus cotées de Californie. Alors il y a plus proche, hein, à côté de Los Angeles, il y a Big Bear qui est à 2h30 de voiture à peu près. Là, ça nous a pris entre 5h30 et 6h de caisse. Donc c'était quand même une petite trotte, mais c'est toujours en Californie. T'as un truc qui fait bip bip chez toi. Donc bah ça faisait j'étais déjà allé l'année dernière, mais avant ça faisait bien une quinzaine d'années que j'étais pas allé au ski, donc ça m'a permis de m'extasier sur les avancées technologiques, par exemple les remontes pente pour lesquelles maintenant t'as des forfaits sans contact, donc tu mets ta petite carte dans ta poche et puis ça fait quand tu passes par une espèce de petit portillon. Et alors, je sais pas si c'est comme ça en France maintenant, toi qui y allais récemment, est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est encore les vieux forfaits en papier adhésif que tu t'accroches à ta veste? Maintenant les choses ont changé et même dans un endroit aussi arriéré que le coin reculé de papa, ça y est, c'est bon, c'est pas de la haute technologie, c'est pas genre ici c'est le Japon. Non, les gens se sont adaptés aux conditions modernes. Et bah du coup alors ça fonctionne comment en France? C'est pareil, c'est un truc sans contact ou ça fait bip quand tu passes? Ouais, maintenant s'il y a du sans contact, c'est dans la poche, t'as pas besoin de le bouger. D'accord. C'est fini le petit élastique qui fait chlouk et qu'on se mettait dans la gueule avec le recul. Donc c'est pareil qu'aux USA. Par contre dans les trucs pas pareils aux USA, il y a la classification, la gradation des pistes, puisqu'en France t'as vert, bleu, rouge, noir. Et bah aux US, rouge, ça n'existe pas. Donc tu as vert, bleu, et ensuite tu as ce qu'ils appellent Black Diamond et Double Diamond. Donc c'est noir et double noir. Alors j'imagine... Est-ce que c'est un reste du macartisme? Alors je sais pas, c'est vrai qu'ils aimaient pas trop les rouges à l'époque. J'imagine de ce que j'ai pu voir, parce que je te cache pas que c'était la 2e fois de ma vie que je faisais du snowboard, donc je me suis pas beaucoup aventuré sur les Black Diamond et les Double Diamond. Mais de ce que j'ai pu discuter avec mes camarades qui étaient avec moi, c'est a priori plus ou moins les noirs sont l'équivalent des rouges et les doubles noirs sont l'équivalent des noirs. Donc globalement on s'y retrouve, mais va savoir pourquoi, bah y a pas de piste rouge. Et puis comme on était au ski,
C'était l'occasion, lors des rudes soirées sous la neige, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de neige qui est tombée. Les gens qui m'ont suivi un peu sur Twitter ont peut-être vu des photos que j'ai pu poster. Il y avait quelque chose comme 4 mètres de neige, donc oui, il a bien neigé. Et comme le soir, on était un peu bloqué dans le chalet, on a regardé la télé, et ça m'a permis de me rappeler pourquoi je n'avais pas le câble chez moi, parce que quand tu regardes la télé, ce qu'ils appellent la cable TV, donc tu passes par tout ce qui est syndication et les chaînes entre guillemets locales qui reprennent les programmes nationaux, c'est épouvantable de publicité, ça s'interrompt entre 10 et 15 minutes, enfin, les programmes durent en moyenne 11 minutes, et t'as une coupure pub avant que ça reprenne. On peut le voir par exemple dans les séries, à chaque fois que t'as un fondu au noir avec la musique qui s'arrête, ça veut dire qu'aux États-Unis t'as une pub. Mais ils diffusent aussi des films comme ça, par exemple, on s'est refait le premier Matrix, et évidemment, avec une coupure pub toutes les 11-12 minutes, le film y durait 3h30. C'est absolument épouvantable de regarder des films à la télé américaine, c'est un vrai cauchemar, et je peux dire qu'en France, on se plaint d'avoir une coupure, alors on en est toujours à une coupure, ça n'a pas été légalisé le fait d'en mettre 2 ? Non, il y en a 2. Sur TF1, je pense qu'il y en a au moins 2, sinon 3. T'es sûr de ça ? Parce que moi, quand je suis parti, c'était encore une. Non, pour la même raison que toi, c'est que je ne regarde pas je regarde pas le film à la télé depuis que j'ai plus RTL 9, tu vois. Ouais, moi, il me semblait que quand j'ai quitté la France, bon, c'était il y a 5 ans déjà, mais il y avait, c'était encore légalement une seule coupure pub pendant les films. Mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. Ah non, TF1, ils étaient à 2 déjà, ça c'est sûr. T'es sûr ? Ok. Bon. Ah, radical. D'accord, ok. Bah écoute, aux États-Unis, c'est plutôt 10, donc on va pas trop se plaindre. Mais par contre, il y a des pubs, c'est des pubs de la grande époque de France 3 Région, si tu veux, mais en anglais, et c'est épouvantable. Enfin, t'as des trucs, t'as l'impression que ça date des années 70, tellement c'est kitsch, mais kitschouille. Enfin, au final, tu finis par en rire. Et on a aussi regardé le SNL au final en direct. Enfin, en direct, en léger différé, parce que il passe à la même heure à la côte ouest que l'heure à laquelle il passe sur la côte est, donc il passe 3 heures plus tard. Et outre le fait que cet épisode était un petit peu naze, à part le cold open qui était très très bien, mais tout le reste était un peu nul, les pubs des années 70, au final, ça a rajouté un côté comique parce qu'on n'arrivait pas à savoir si c'était une fausse pub qui faisait partie du SNL ou si c'était une vraie pub. Donc bon, c'est comme ça qu'au final, on a presque plus rigolé avec les pubs nulles qu'avec le SNL lui-même, donc c'était quand même assez intéressant. Je suis fan du robot qui tourne tout seul sur lui-même dans les vieilles pubs. Oui, alors ça, c'était dans les pubs du Star Wars Holiday Special, je vois très bien duquel tu parles. Alors non, mais comme c'était une thématique Saint-Valentin, si tu veux, il y avait énormément de pubs pour des diamants, pour des chocolats, et puis sinon, c'était pour des trucs à la con, genre le Your Guns and Money, là, dont j'ai parlé sur Twitter, enfin, il y avait des trucs vraiment très très bizarres. Voilà, c'était mes derniers jours, donc je me suis occupé. Jours, putain. C'était les dernières journées qui ont été un peu agitées, puisque oui, j'ai refait du snowboard et je ne me suis pas fait mal cette année, donc il y a du progrès, tu vois. Bon, avec toi, qu'est-ce que t'as fait ? Eh bien écoute, j'ai fait pas mal de trucs, mais ce dont j'ai décidé de parler, c'est que je suis en train de me refaire Twin Peaks en fait. Alors c'est plus qu'une reco, on peut pas recommander la série qui est déjà une des meilleures séries au monde. Mais j'avais pas eu de contact avec Twin Peaks depuis sa diffusion sur la 5 à l'époque. Ah oui, ça date quand même, oui. Ouais, mais du coup, tu te l'as fait en VO, là ? Ouais, du coup, j'en ai des souvenirs vivaces. J'ai des scènes très précises dont je me souviens, des angoisses très précises liées à certaines scènes, et aussi simplement des fantasmes de jeunes, puisque quand je regardais ça, je devais avoir 12 ans, 13 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Et Twin Peaks, c'était cette espèce d'explosion hormonale, cette ville où il y a que des alors il y a un débat, il y a pas que des mecs beaux, mais par contre il y a que des femmes belles, et tout le principe aussi, c'est que Cal MacLachlan est méga beau et il arrive dans une ville, la vieille à la bûche, elle est pas méga belle. Mais écoute, alors d'abord, tu sais, moi c'est jurisprudence Annette, tu sais, tant que je l'ai pas vu au naturel, je peux pas dire, tu vois. C'est vrai qu'Annette. Et quand même, entre Matt Shenamick, entre Lara Flynn Boyle, entre Sherilyn Fenn et tout, je comprends pourquoi j'adorais ça ado, quoi. C'est vraiment, c'est genre. Entre David Duchovny déguisé en femme. Et entre David Duchovny déguisé en femme, c'est vraiment une série bombe hormonale. Et je suis en train de me les refaire. Et ça n'a pas vieilli d'un pouce, c'est ça qui est hallucinant. Alors que la plupart des séries, en général, il y a au moins des trucs de fonctionnement qui posent problème. Par exemple, où est tel personnage? Aujourd'hui, c'est résolu simplement parce qu'il a un portable et on détecte où est le portable. Enfin, tu vois, il y a des trucs mécaniques. Et là, Twin Peaks fonctionne parce qu'il y a un côté ésotérique, il y a un côté mystique à Twin Peaks.
Et ouais, je prends énormément plaisir à revoir Twin Peaks. Et moi qui suis un peu entre des cartons et beaucoup de boulot en ce moment, je voulais aussi ajouter un truc, c'est que je me suis rendu pour des raisons personnelles sur le lieu de travail de mes parents, puisqu'ils travaillaient à l'UNESCO quand j'étais petit. Ouais. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est pour une histoire de cérémonie post un an plus tard. Après le décès de mon père. Ouais. Et donc on veut essayer, mes demi-sœurs assistent pour faire une cérémonie. Et du coup c'était balade, c'était Memory Lane quoi. C'est genre l'endroit où j'ai passé mon enfance. Et je me rendais pas compte à quel point l'UNESCO est très très beau. Si vous avez un jour l'occasion de visiter l'UNESCO, c'est vraiment un bâtiment absolument fascinant. On dirait une base de méchants d'un James Bond des années 70. Tu sais que j'ai la passion des James Bond. Tout à fait. Et on dirait une base designée par Ken Adam. C'est trop beau. C'est vraiment super beau l'intérieur. Est-ce que c'est l'immeuble qui est pas très loin de l'école militaire parce que... C'est l'immeuble qui est pas très loin de l'école militaire, mais en fait, ce que les gens savent pas forcément, c'est qu'il y a deux immeubles de l'UNESCO. D'accord. Il y en a un qui est à Fontenoy et l'autre qui se trouve à Miolis. Et ce qui a beaucoup changé avec le temps, c'est ça qu'on constate, c'est que moi, je rentrais comme dans un moulin, quoi. C'est genre, on passait la porte, bonjour, hop, j'y étais, y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a des sas de sécurité, il y a des badges, faut laisser ta pièce d'identité. C'était impensable. Et genre, c'est vrai que j'entendais souvent ça mes parents dire que bah c'était une espèce de bloc administratif très compliqué. Aujourd'hui ça a l'air vraiment très 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 c'est une vieille dame, tu vois. Il faut essayer de le comprendre. C'est une très vieille administration. Et tu sais, on dit l'administration française est bloquée. L'administration internationale comme l'UNESCO ou j'imagine l'ONU, c'est vraiment difficile à appréhender. Il faut le voir un jour. Et je sais pas comment tu peux rentrer d'ailleurs maintenant. Il faut montrer patte blanche. Voilà. Si vous avez l'occasion un jour de visiter, je sais pas s'il y a Peut-être pas les journées du patrimoine. Des journées du patrimoine ou des journées portes ouvertes. Vu que c'est un endroit international techniquement, je sais pas si ça en dépend. Mais par exemple, si tu vas à l'UNESCO principal à Fontenoy, ce qui est hallucinant, c'est qu'au bout du couloir, t'as un putain de marcheur de Giacometti, quoi. Genre la statue de Giacometti qui est devant toi. Et tu peux pas trop t'en approcher parce qu'elle est surveillée jour et nuit. Et si tu t'en approches, il y a un mec qui va te faire écartez-vous. Et j'adore cette histoire parce que Giacometti en fait a fait don de cette statue à l'UNESCO, genre ce qui est sympa. Mais il en a fait don à une époque où Giacometti, ces statues, elles valaient peut-être 1 million de francs, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, un marcheur de Giacometti, c'est 200 millions d'euros à la dernière vente d'un marcheur, quoi. Donc, tu t'imagines aujourd'hui combien ça pourrait coûter. Donc, du coup, ça doit coûter une blinde à l'UNESCO à faire sécuriser. À chaque fois, j'hallucine. Et puis, il y a un Picasso incroyable. Enfin, bref, c'est vraiment de très, très beaux locaux à voir. Et en même temps, si tu les regardes sous l'angle des méchants de James Bond, c'est passionnant aussi. C'est ce qui s'est fait de mieux en architecture des années 70, à mon avis. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et bah, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Ah, les Lego. Ce mot qu'on croyait sorti de notre passé, et puis maintenant, en fait, c'est devenu une telle industrie à part entière. Une industrie pour les plus jeunes, parce que faut pas le nier, c'est le cadeau idéal pour mes petits-neveux et mes petites-nièces et pour les filleuls. Et en même temps, c'est aussi le cadeau idéal pour les Benjamin François à Los Angeles, puisque tu as acheté la maison des Simpsons, non? Alors, oui, déjà, les Lego, si tu veux, c'est surtout revenu en force parce que ils ont failli couler, ils étaient au bord de la faillite, et puis il y a un truc qui les a sauvés, ça a été l'achat de licences. Et oui, mon grand retour dans le monde des Lego, parce que j'étais déjà pas mal fan de Lego étant gamin,
Mais le truc qui m'a poussé à m'y remettre, ça a été en effet la sortie de la maison Simpson. Et oui, je l'ai acheté et je l'ai toujours pas monté d'ailleurs parce que je n'ai pas la place chez moi. Alors, à combien elle était déjà? Elle était à $200. $200. Et voilà, ouais. Donc c'est comme si tu t'es payé un puzzle de 10 000 pièces. De luxe de 10 000 pièces qui est toujours dans sa boîte. Donc oui, j'en suis pas fier. J'ai lâché $200 pour un Lego que j'ai toujours pas monté. Mais c'est parce que j'ai pas la place chez moi. Donc j'ai eu une solution de remplacement quand je me suis un petit peu penché vers des modèles. Étant donné que c'était un peu le retour en grâce de Star Wars, je me suis dit tiens, je vais regarder ce qu'il y a chez Lego. Et puis j'ai acheté des Lego Star Wars. Là, j'ai été un peu plus malin. Je me le suis fait livrer au boulot. Et en fait, étant donné que je suis aux USA et que le reste de mon équipe est en France, on fait régulièrement des conf calls, donc des conference calls, des meetings au téléphone. Et je me suis rendu compte que si jamais pendant un meeting j'étais en train de gribouiller sur un cahier, j'écoutais pas, que si j'étais sur internet, j'écoutais pas, mais que si je montais les Lego, j'écoutais et j'étais vachement plus attentif à la réunion. Donc j'ai monté un paquet de Lego au bureau pendant mes meetings. Et maintenant j'ai une collection de vaisseaux Star Wars au-dessus de mon bureau qui prend toute la place, donc je n'ai plus de place au-dessus de mon bureau non plus. Si vous faites un conf call avec Quix, vous savez qu'il est sans doute en train de manipuler des Lego en même temps. Tu sais, j'ai senti le vent, exactement le vent tourner pour Lego au moment où j'étais dans les magasins de jouets. Je pense que c'était au fin des années 90, mais avant les grosses licences. Au moment où j'ai regardé les spaceships, justement, les vaisseaux, leur gamme et je regardais le mecha design et j'ai waouh, c'est vraiment très créatif parce qu'en fait même un peu trop parce qu'ils utilisent beaucoup de pièces spécifiques, de pièces qui ont été moulées pour alors que moi j'aime bien dans Lego, c'est d'utiliser les pièces les plus banales possibles en fait. Et je pense que la spécificité des pièces ça a un peu contribué à leur perte parce que du coup c'était plus interchangeable, donc c'était un peu chiant. Mais je trouvais ça quand même vraiment bien. Et puis le moment où j'ai vu le premier X-Wing que j'ai vu en Lego, j'ai dit, je me l'achète. Voilà, post-adolescence absolue, genre j'ai fait, putain, il y a le X-Wing en Lego, le truc qu'on a tous essayé de monter avec nos moyens. Bah ouais. Puisqu'on a tous essayé avec nos putains de Lego. Et là, il était filé d'office. Et je l'ai monté. Et puis, au bout d'un moment, je m'en suis lassé, quoi. Je me suis dit, c'est pas un bel objet à avoir sur mon étagère. Donc, du coup, j'ai presque arrêté là, en fait. Parfois, de temps en temps, c'est un cadeau facile, en fait. Les gens m'offrent des petits bonhommes Lego. Et là, en plus, avec Batman Lego, il y a les petits bonhommes qui sont filés en petits paquets comme avant on collectionnait les images et d'ailleurs la gamme Lego Batman the Movie est extraordinaire. Alors là, jusqu'ici je me suis retenu d'acheter le moindre truc Lego Marvel ou DC. Je me suis restreint, tu vois, j'ai la maison Simpson, j'ai acheté une douzaine de sets Star Wars. Et les 2 derniers sets que j'ai achetés et que j'ai pas monté non plus, c'est la voiture et le QG Ghostbusters. Et le QG Ghostbusters, $350, et je l'ai pas monté. Voilà, je suis con. Salut. Quoi? Sans déconner, mais t'es vraiment une victime en fait. Bah oui, mais c'est Ghostbusters et Ghostbusters, c'est un petit peu mon film doudou des années 80 si tu veux. C'est le film dont j'ai usé la VHS enregistrée à la télé et ensuite où j'ai acheté la VHS et j'ai usé la VHS. Enfin voilà, Ghostbusters, c'était juste pas possible que je passe à côté, quoi, malgré le prix. Ils ont vraiment bien fait leur coup des licences. Ce qui me parle plus, moi, c'est vraiment les Lego que j'avais quand j'étais petit. Donc toute la gamme, alors vu mon âge, j'imagine que c'est la gamme qui est venue encore un petit peu avant, donc c'est la gamme 82, 83. Il y avait un spaceship que j'adore et que j'aimerais bien refaire, en fait, juste par pure nostalgie, où c'est une espèce de petit scooter qui rentre dans un spaceship. Je trouve tellement beau, je trouve que le mecha design est tellement simple et efficace. Je trouve que c'est un super Lego. Et toi t'étais plus espace parce que tu sais à l'époque t'avais Moyen Âge, il y avait Moyen Âge, il y avait les temps modernes, il y avait l'espace. Et j'ai été avec mon petit neveu Lego Batman et je lui ai dit viens on va au magasin de jouets, genre tu sais il était là fatigué, viens au magasin de jouets. Là tout d'un coup on est allé au rayon Lego évidemment, au village des jouets,
Et j'ai découvert qu'en fait, les chevaliers n'existent plus. En fait, c'est une espèce de cyber-chevalier tout pourri. Ouais. J'étais très déçu. Et moi, les chevaliers de Moyen-Âge, c'était mon époque préférée. J'avais un espèce de château. J'avais pas le château, parce qu'il y avait un château fort qui était dément. J'avais une espèce de muraille qui était un quart du château. Et c'était la gamme avant les pirates, parce qu'il y avait eu les pirates ensuite. Il y avait un super bateau pirate. Le bateau pirate que j'ai eu. Ah, je l'ai pas eu. Ah, et genre c'était le comble pour moi c'était un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait, quoi. Le bateau pirate. Le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait, c'était le train à grande vitesse électrique. Il était de rouge. Lego. Ouais, c'était un train à grande vitesse. Alors c'était un train allemand, je crois. Je sais plus. C'était pas un TGV, hein, mais il était rouge, mais c'était un train à grande vitesse, donc pour moi ça faisait le boulot. Et bah oui, c'était un vrai train électrique. Tu pouvais le faire avancer, reculer électriquement. Mais tu vois, je te dis, je suis plus spaceship et donc je vois tu sais, en plus les plaques lunaires, tu sais, des espèces les plaques, ouais, c'était, mais et je désespère que ça existe quasiment plus ou que ce soit super dur à trouver, parce que pour Star Wars, j'aimerais bien trouver des plaques lunaires. Mais tu peux les trouver, je crois, d'abord sur le net. Je crois que Lego, ils en produisent encore. Ils produisent des vieilles pièces. Sur le site de Lego, en tout cas, je les ai pas trouvés. J'ai trouvé les références. Écoute, alors mais... c'est toi qui sais le mieux, parce que moi j'ai pas touché un Lego depuis des lustres. Mais par exemple, le simple fait de chercher mon spaceship là, d'essayer de le repérer, c'est le 6880 ouais. Modèle 6890. J'ai retrouvé par hasard le bateau, parce qu'à l'époque on laissait les enfants jouer avec leurs jouets dans la baignoire, et il y avait le bateau avec un flotteur, tu vois, au-dessous du bateau. Il y a un super maintien. Le cargo, une espèce de petit cargo. Parce que moi j'avais un cargo rouge et il y avait des flotteurs en effet. Ah non, c'est un cargo noir, et je peux te le dire, c'est le 4005, je l'ai devant les yeux. 4005, mais attends, mais je google immédiatement. Et il est tellement beau, il est tellement parfait. Il est tout joli. Il est tellement parfait, j'en ai envie, genre rien que maintenant. Retiens-moi, je vais faire un malheur. Et en fait, je te raconte des histoires parce qu'en fait, je te dis, j'ai pas eu de contact avec Lego. Non, j'ai joué à Lego Dimensions. Et pendant un mois de ma vie, mon salaud a ressemblé à une espèce de halle aux jouets avec plein de petits bonhommes sur des petits socles. Et j'ai joué à ça passionnément en essayant de comprendre. En fait, les jeux Lego, les jeux vidéo, sont pas très intéressants parce que pour moi ils rentrent en conflit avec l'idée même de Lego. Lego, c'est de la construction, alors que dans les jeux Lego, tu passes ton temps à casser des conneries. Oui, tu passes ton temps à casser, et je trouve que c'est antinomique, ça va pas du tout avec l'esprit du jeu, alors que normalement tu devrais plutôt au contraire, le jeu devrait se créer au fur et à mesure de ton avancée. Et même les Lego Batman, que je trouve, genre, évidemment, ils foutent le paquet en termes de licence et de référence et tout. Mais tu sais, j'en entends toujours du bien de tous les jeux Lego, et moi, ils m'ont toujours fait chier, hein. Je suis peut-être un peu trop vieux, en fait, je sais pas. En fait, ils sont bien joués, par exemple, avec un plus jeune, parce qu'il y a vraiment, tu meurs pas, quoi. Enfin, il y a même pas d'impact il y a pas de pression. Ouais. Mais donc, Lego Dimensions, par contre, m'a fait hurler de rire parce que c'était un peu l'adaptation de Lego Movie. Donc, il y avait le trio des héros de Lego Movie, mais en plus tu rajoutais des licences différentes à chaque fois. Il y avait les Simpsons, il y avait le Seigneur des Anneaux, il y avait Back to the Future, il y a vraiment, et chacun des héros, qu'une fois que tu le mettais sur le socle, il apparaissait dans le jeu, et tout d'un coup il avait les aptitudes spécifiques du héros. C'était vraiment très très bien trouvé, et genre pendant un mois, j'étais là complètement geeké sur des conneries, et j'ai eu ce moment un peu, tu sais, il y a des gens qui ont le walk of shame, tu sais bien, très bien ce que c'est. Mm-hmm. Et moi, je suis rentré à la maison avec des Legos sous la main, et j'ai fait, non, c'est pour le travail. C'est pas des amiibo, ça va. Ouais, voilà, et au moins ça va coûter moins cher que les mecs qui ont acheté des dizaines d'amiibo, mais et surtout j'y ai joué, quoi, à tout ça. Et j'y ai passé vraiment un bon moment, et je sais pas si j'arriverai à le recommander, mais je trouve ça vraiment chouette. Si t'as un gamin, c'est le côté hallucinant de voir son perso apparaître, et que ça ait une espèce d'intérêt de bouger tes petits personnages sur, tout d'un coup tu mets la petite Batmobile sur ton socle, et tout d'un coup il y a la Batmobile qui apparaît parce que t'as besoin de la Batmobile dans le jeu. Je trouve ça très malin. Et en plus, là, j'essaye de résister parce que bon, ils ont fait un Sonic. Donc maintenant, il y a Sonic qui fait partie du monde Lego. Voilà. Et cette idée me dérange un petit peu. Mais en plus, ils ont fait Knight Rider. Il y a Knight fucking Rider. Ça, j'ai vu, il est en Lego Ideas, mais je trouve que le modèle n'est pas très joli. Donc j'ai réussi à me retenir parce que sinon, Knight Rider, c'est sûr que je craquais, quoi. Mais il est pas très beau, donc ça va.
Attends, tu comprends pas. Tu mets ton Knight Rider sur le socle et tout d'un coup il apparaît dans le jeu. Oui, mais moi je joue pas à Lego Dimension, donc je m'en fous. Moi Et j'aurais acheté le modèle pour le modèle. Et ce qui se passe, c'est que quand tu mets tout d'un coup, tu mets le petit personnage sur le socle et il y a la musique de K2000 qui part, quoi. Mais ça me suffira pas, je ne céderai pas, monsieur Andreev. Mec, Wonder Woman, tu prends le figurine de Wonder Woman, tu la mets, et tout d'un coup, dès qu'elle vole, elle fait t'entends vraiment le générique et tout, et genre, pour moi, c'est genre Killer Apps, tu vois, genre, si t'entends le générique de Wonder Woman quand tu voles, c'est super. Et écoute, moi, pendant ce temps-là, j'ai retrouvé mon bateau, c'était le 4025. Je te laisse Google, c'est un bateau de pompier, et il était super. Est-ce qu'un jour on nous aurait dit que After Eight va être on serait en train de googler. Ah, je le vois bien. Ah, ça c'est un petit peu plus bourge, hein. Il a quand même il est un peu plus grand, mais il y avait aussi il y a 5 parties de coque quand même. Mais il y avait 3 en fait contrepoids en dessous pour le faire flotter. Et donc, est-ce que tu jouais dans ton bain avec? Ah, bien sûr, je jouais dans mon bain avec. Attends, tu crois évidemment. Quoi? Donc écoute, on a parlé des jouets, on a parlé des jeux vidéo. Faut quand même qu'on parle de l'actu du moment. C'est quand même, on a Lego Batman, mais avant de parler de Lego Batman, on va parler de la grande aventure Lego en VF, donc de Lego Movie, que j'ai vu en 8 langues différentes, et je vais m'expliquer. Vas-y. C'est que j'étais dans l'avion. Et tu sais, maintenant, t'as toutes les langues que tu veux. Et il faut savoir que le film commence avec une theme song extraordinaire. Et j'ai voulu écouter la chanson dans toutes les langues différentes. Et c'était vraiment bien. J'espère que tu la mettras en fond quand on parle. Everything is awesome. Et donc, Everything is awesome devient Tout est super génial en français. Todo es incredible en espagnol. Et en japonais, ça devient Subete wa Saikyo, qui je trouve génial. Je trouve ça génial comme traduction. Parce que ça veut pas dire la même chose ou... Si, ça veut dire la même chose, mais le fait qu'ils ont adapté la rythmique, le nombre de pieds, le nombre de machins et le rythme par rapport à toutes les langues, même super génial, je trouve ça assez débile. Et parlons du film un peu et de pourquoi cette chanson est géniale justement, parce que voilà, le film de Lego Movie parle de Emmett. Emmett, c'est un jeune homme qui travaille dans la construction et qui a quand même une vie bien merdique, mais qui malgré tout s'écoute Everything is Awesome et la chante. Et parce que il a un côté très optimiste, très positif en fait, Emmett, alors qu'il a quand même une vie de merde. Et il se rend compte que sa vie est merdique et que en fait quelque part il est complètement manipulé et voilà. il y a des méchants qui vont arriver. Et comment dire, et Emmett est doublé par Chris Pratt et je pense que c'est le meilleur rôle de Chris Pratt. C'est un de ses meilleurs rôles avec Parks and Rec. Et il va faire la rencontre de Batman qui passait par là, qui est joué par Will Arnett. Voilà. Et puis il y a Morgan Freeman. Enfin c'est. Mais la distribution en VO est assez maboule. Et puis il y a Liam Neeson qui fait un schizophrène bad cop nice cop. Et ce film m'éclate complètement. Il faut dire aussi que c'est ton duo préféré qui fait Superman et Green Lantern, puisque c'est Channing Tatum et Jonah Hill. Et Jonah Hill, ouais. Et il faut le dire, c'est un film réalisé par Phil Miller et Chris Lord. Voilà. Et c'est des mecs qui connaissent un peu leur Phil Lord et Chris Miller, je sais plus. Mais bon, c'est Miller et Lord. C'est Phil Lord et Chris Miller. Ok. Et moi j'adore leur humour, j'adore 21 Jump Street, j'adore ce que j'expliquais dans nos ciné, j'adore les 5 premières minutes de 22 Jump Street, je peux me les regarder en boucle. Et je pense que ça serait toujours le meilleur film de tous les temps. Juste sur les 5 minutes, hein, bien sûr. Voilà. Et moi, je suis pas du tout client de 21 Jump Street et 22 Jump Street. Je pense que je l'ai déjà dit dans After Eight. Mais The Lego Movie, j'ai vraiment adoré. Et pas juste parce qu'il y a des Lego, mais évidemment, le fait de voir des Lego, tu sors du film, t'as immédiatement envie d'aller sur le net et d'en acheter 15 boîtes, mais surtout parce que le film est hyper drôle. C'est un film publicitaire, mais d'un film publicitaire, ils ont vraiment essayé de faire... C'est un film publicitaire complètement assumé du début à la fin en même temps. Hein. Il y a marqué Lego en gros sur l'affiche, quoi. Tu sais ce que tu vas voir. En même temps, il y a un twist, il y a un twist avec Will Ferrell. Et il y a un petit message, il y a un message que je trouve sympa, tu vois, t'as plein... Qui est de construit c'est un jeu de construction, ils ont fait exactement. un film à partir d'un jeu de construction. C'est un jeu de construction et que tu choisis si tu veux suivre les règles ou si tu décides de laisser un peu libre cours à ton imagination et que les deux peuvent cohabiter quoi.
Et c'est pas, voilà, je trouve que c'était un message plutôt positif et plutôt sympa. Ça marche. Et ça passe. Ça marche même à fond sur les enfants. Bah et c'est ça que j'aime dans Lego, c'est quand même l'universalité d'une brique qui s'accroche à une autre et que tu peux monter ce que tu veux, tu peux suivre la documentation qui t'est filée avec, mais tu peux aussi laisser libre cours à ta. Et d'ailleurs, c'est vraiment le jouet parfait. Hein. Et d'ailleurs, à l'époque des sets 4005 et 4025, il faut rappeler que les notices Lego, t'avais un montage alternatif proposé directement dans la notice si tu voulais. Et que maintenant, c'est vrai. Maintenant sur le net, on a des gens qui proposent des montages alternatifs à partir de sets déjà existants. Donc il y a des sites de fous furieux qui proposent ça. Et voilà, ça te permettait Avec Lego, il y aura toujours des plus fous furieux que toi. Ah oui, non mais il y a vraiment des maboules sur le net, mais c'est ça qui est génial. Et c'est la force de Lego, c'est vraiment te donner cette liberté de mélanger des sets, de mélanger des époques, de mélanger des trucs dans tous les sens et de faire ce que tu veux. Et évidemment, on peut le faire avec beaucoup de trucs de construction, mais tu vois, j'ai découvert les Capla il y a 6-7 ans, et je suis effaré devant la nullité du truc, et il y a des gens qui adorent ça. Bon, c'est des briques en bois, je trouve ça pourlingue, alors que Lego, ça t'offre tellement de possibilités, tellement de trucs que tu peux faire. Et ça, c'était le message du film, et je peux te dire que le sous-sol de Will Ferrell, il m'a vendu du rêve, moi, mine de rien. Et il y a un truc qui est important avec ce film, c'est que quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est vraiment le meilleur film Batman qu'on a eu depuis très longtemps, puisque le Batman de ce film est génial. Alors tu parles du Batman de Lego Movie, parce que c'est le même Movie. Batman qu'on... Ouais, et ce qui est joué par Will Arnett, et qui est un dark brooding, mais qui est très drôle, parce qu'il est vraiment... il est un peu méta, un peu beaucoup méta même. Il est très méta, mais il est surtout archi con, vachement prétentieux, super sûr de lui, enfin, c'est un parfait connard, en fait, ce Batman. Et je pense que c'est l'occasion idéale pour zapper sur Lego Batman Movie. Oui, puisqu'il a son spin-off. Il a tellement cartonné dans le film qu'ils en ont fait un spin-off. Et c'est ça, et c'est ce que j'aime dans ce personnage, c'est son universalité en fait, c'est son adaptabilité. Tu peux en faire un personnage dark brooding, goth ado comme le fait Snyder. Alors c'est pas l'exemple à suivre. Mais aussi mais tu peux en faire aussi un personnage comique, un personnage drôle. Je pense que les passages qui m'ont fait hurler de rire, c'est le moment où il est en peignoir et il est en train de se faire cuire son homard dans le micro-ondes, ouais, c'est fantastique. Dans le micro-ondes tout seul. C'est un film particulier parce que c'est un vrai film de super-héros en l'occurrence, alors que Lego The Movie, je trouve qu'il est passionnant de bout en bout. Il y a un petit mou au milieu parce qu'il y a le moment où le moral descend, et donc ce moment est un petit peu bizarre dans le film. Là, c'est un vrai film de super-héros, et ce que j'entends par film de super-héros, ça veut dire que le dernier acte est un peu foiré en fait. Je trouve que tous les films de super-héros en général, les intros, le milieu est pas mal, et puis les derniers actes est un peu loupé. Là, ça ne fait pas exception, c'est-à-dire c'est vraiment, ils l'ont écrit comme un super-héros classique, et la particularité de ce Batman-là, c'est qu'ils lui ont donné un arc narratif, alors que d'habitude, bon, c'est toujours Batman qui s'oppose à un danger et qui est parfois mis à mal par les circonstances. Là, son arc, c'est que Batman doit accepter les autres s'il veut devenir quelqu'un de plus fort, et il va adopter le Robin qui est joué par Michael Cera. Très très bon casting, Will Arnett et Michael Cera ensemble. Drôle, ouais. Tu sens que c'est évidemment pour faire la référence. Arrested Development, ouais, et puis le Robin a une gueule avec ses yeux de cocker, il est fantastique. Et ce qui est donc je pense qu'au moins en termes d'arc narratif, le film se tient. Il y a des moments où il est moins bon. Je pense que vraiment sa première demi-heure est extraordinaire. La première demi-heure, elle est... Alors, oui, la première demi-heure est clairement ce qu'il y a de mieux. La première demi-heure, elle est frénétique, elle va à fond la caisse. À tel point que moi je t'avoue, à la fin du film j'avais quand même mal au crâne, parce que ça s'arrête quasiment jamais. Y a pas énormément de ventre mou, enfin c'est globalement assez bien rythmé, mais c'est rythmé en mode frénétique, et avec des couleurs fluo en veux-tu en voilà, avec du rose et du vert parce que le Joker. Et à un moment j'ai un petit peu fait une overdose quand même. Heureusement que je rigolais quand même grâce à Batman, mais sinon il y avait quand même des passages où j'avais un peu de mal. Et alors, c'est ça qui en fait un film un peu moins bon que Lego Movie. Par contre, je trouve que c'est... Puis il n'y a plus la surprise aussi. Oui, il n'y a plus la surprise. Et il n'y a pas le twist final. Mais en tant que film de Batman, je trouve ça... C'est mon film préféré depuis Batman Begins, déjà. Bah écoute, moi je te dis, c'est mon film DC préféré des années 2010. Ouais, voilà, c'est déjà... Moi je le dis direct, c'est le meilleur film DC des années 2010. Et...
Et ce que, bon, là, il faut qu'on en parle, c'est que c'est un film d'Easter egg. C'est un film qui est tout le temps dans la référence. Il y a des Easter eggs, dans des clins d'œil à plein de choses. Et il y a des références, il y a des Easter eggs dans les Easter eggs. Où il faut vraiment avoir une vraie culture Batman. En fait, j'ai presque hâte que le DVD sorte. Pour faire arrêt sur image. C'est rare que je dise ça, mais j'ai envie que le DVD sorte pour pouvoir faire arrêt sur image, pour voir les différentes Batmobiles qu'ils ont choisies. Ah, mais pareil. Les différents costumes, et ça va tellement vite. Et c'est comme ça qu'ils écrivent les films maintenant, c'est que ils écrivent des films qui vont tellement vite pour que tu aies envie de le revoir. Et il y a des blagues, il y a voilà un truc il y a énormément de références. Vas-y, balance un truc qui écoute, est-ce que t'as un truc? Oui, c'est pas dur. Alors, en fait, il y a des références évidentes au film. Au début, je pensais qu'ils allaient faire dans le subtil, mais non, il y a un moment où ils font carrément référence au film en balançant les années des sorties. Mais il y a une référence qui est vachement moins évidente. Il y a une référence à Batman Arkham Knight. Je sais pas si tu l'as vu. Au tout début du film, à un moment où quand tu vois le commissaire Gordon avec son bouton pour appuyer pour lancer le bat signal, derrière lui tu vois une tour à moitié végétale, et c'est pour moi grosse référence à Batman Arkham Knight quand Poison Ivy utilise ses plantes pour encercler la tour de Gotham. Et voilà, moi, enfin, je pense pas que ça soit dans un autre comics. Pour moi, c'est une référence à Arkham Knight. Alors, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils utilisent tout l'univers Batman. Et quand je dis tout l'univers, c'est la BD, c'est la série télé, c'est les films, c'est Batman 66, c'est tous les films. C'est le dessin animé de Bruce Timm. Et ils embrassent complètement l'héritage de Batman comme si c'était un seul et même homme qui a, par moment... Qui a vécu 90 ans, presque. Qui pète un boulard parce que les années, en 66, c'était n'importe quoi. Voilà. Et puis ensuite, avec Burton, c'était n'importe quoi. Ensuite, avec Schumacher, c'était encore plus n'importe quoi. Et genre, il envisage tous les autres films Batman précédents comme si c'était des gros passages à vide. Ouais. Et ce qui est une manière de voir comme, c'est Grant Morrison, hein. C'est une manière très Grant Morrison de voir le personnage, de l'embrasser complètement. Et moi, il y a tellement de références qui m'ont fait rigoler. Par exemple, Bane. Est-ce que tu te souviens de Bane? Et Bane, il apparaît pas longtemps, mais ce qui est génial, c'est qu'il est doublé par, je crois qu'il est doublé par Doug Benson. Et Doug Benson, c'est un humoriste qui a aussi un podcast. Et depuis plusieurs années, il imite Bane. You know, he speaks with Bane. Mais oui, mais you know his voice. Il parle comme le Bane de Nolan. Il parle comme le Bane de Nolan qui est en train de se parodier. C'est à pisser de rire. Mais genre, get out of my way! Genre, quand il, avec son truck, il est à hurler de rire. Il y a plein de références. Ce qui est génial, c'est que Billy Dee Williams, qui a joué dans Lego The Movie, mais lui, il jouait Lando Calrissian dans le movie, il jouait son propre rôle. Ouais. Mais là, il rejoue Harvey Dent, puisqu'il jouait Harvey Dent dans les films de Tim Burton. Et puis, Tatum et Hill sont de retour. Pour une scène qui est assez drôle avec la Justice League, il faut quand même le dire. Mais il y a énormément notamment de personnages connus. Alors, peut-on parler un petit peu de la VF, s'il te plaît, Daniel? Parce que là, on parle de la VO, et en VO, on a plein d'acteurs connus, à tel point que c'est ma boule quand tu regardes le générique. Mais en VF, en VF, on a des youtubeurs, on a des joueurs de foot. C'est la catastrophe. Tu sais, celui qui s'en sort le mieux, et je ne pensais pas dire ça un jour, et vous savez, à After Eight, on aime bien été, mais on aime bien aussi machin, etc., etc. Mm-hmm. Mais je pensais dire du mal, mais honnêtement, comment il s'appelle? Stéphane Bern. Voilà, Stéphane Bern en Alfred. Dans le rôle d'Alfred, qui est un peu le serviteur du roi. Il est hilarant. Enfin, genre, c'est le meilleur de ce doublage, parce que le reste du temps, c'est Blaise Matuidi, c'est Antoine Griezmann. Natou. C'est pas des, tu vois, moi, ça me fait mal pour les comédiens de doublage, les gens les comédiens, quoi, de voir ces mecs, que c'est un métier difficile, et en plus, ils se font prendre leur boulot par des youtubeurs. Des footballeurs, ouais. Mais je comprends d'un point de vue commercial, c'est-à-dire, il faut qu'on fasse parler du film. Mais pour la qualité du film, Lego Batman a vraiment besoin de ça. Ben, je pense pas, en fait, parce que tu vois, en VO, Catwoman est jouée par Zoé Kravitz. Tu sais qu'il y a Jason Mantzoukas, notre Jason Mantzoukas, il joue Scarecrow. Putain, je l'avais pas reconnu. Ah non, mais si tu n'y vas pas avec le listing dans la tête, tu ne peux pas les reconnaître. Il y a un truc qui est assez intéressant avec Batgirl, puisqu'ils ont fait une Batgirl adulte. Et du coup, elle devient un peu le love interest de Batman, mais en même temps, il dit tout le temps, non, parce que j'ai pas le droit. Et ce qui a
une référence quand même au Batman, à dessin animé Batman récent qu'ils ont fait basé sur Killing Joke, où carrément Batman couchait avec Batgirl, ce qui était vraiment pour moi genre. Ah oui, et il couchait avec une. Quand il dit que c'est une amie, une relation complètement platonique, voilà, oui, c'est formidable. Il insiste dessus, mais tellement bêtement. Et ouais, vraiment, écoute, j'ai envie de le voir. C'est pas un film parfait, c'est le film le moins parfait que j'ai envie de revoir depuis très longtemps. Parce qu'il y a tellement de vannes. Il y a une vanne sur Jim Kata. Jim Kata, donc le film complètement ragardos des années 80. Un nanar, cosmique qui a été traité dans How Did This Get Made. Il y a une vanne sur Suicide Squad qui est absolument formidable. Oui, il y a évidemment sa vanne Suicide Squad. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce personnage, et c'est ce que les gens lui refusent, enfin les fanboys souvent lui ont refusé, ils ont dit ah non, Batman ça doit être dark et tout. Et non, je trouve que Batman ça fonctionne bien quand c'est drôle. La meilleure scène de Batman vs Superman, et Dieu seul sait que je déteste ce film, c'est quand il dit je suis un ami de votre fils, et il dit ah j'avais deviné à cause de la cape. C'est le seul moment intéressant du film. C'est le seul moment où où ils comprennent un peu ils ont une portée comique et que c'est aussi des êtres humains, c'est aussi un être humain. Et les fanboys ils voulaient toujours le Frank Miller, le truc qui tue, le truc un peu dark et sombre. Et ils en ont trop fait, et aussi je pense que ça a eu un impact négatif en fait sur des années de Batman, puisque du coup Snyder se sent obligé de faire la même chose, de reprendre presque des planches entières de Dark Knight Returns et pour les adapter au cinéma. Et le pire, c'est que j'adore cette BD, et alors en film ça ne rend pas. Et là Lego Movie fait un divertissement de gosse que moi je peux apprécier parce que je suis fan de Batman et qui m'en donne vraiment plein la vue, quoi. Enfin, il y a du fan service à tous les plans, c'est formidable. Le moment alors c'est vrai qu'il y a Condiment King que je pensais pas revoir à jour. Et ça c'est génial, c'est quand le Joker présente tous les méchants et que sa réplique finale c'est je vous jure j'en invente pas, ils sont tous réels. Et c'est ça qui est fantastique, qui est un méchant inventé par Paul Dini d'ailleurs pour le dessin animé. mais le moment où j'ai vu Orca, la femme déguisée en orque, oui, qui est une méchante inventée par Brubaker, qui est quand même le roi du dark, tu vois, du polar tout ça. Brubaker, l'auteur de Gotham Central, un de mes comics préférés de Batman. Central, mais quand il a fait Batman, il a fait Orca, la femme orque, et ça m'éclate. Il y a Zebraman, Calendarman. Enfin vraiment, il y a ils sont. Alors évidemment, on a eu un débat avec Stéphane dans nos ciné, et lui il voit c'est vraiment, tu sens le film qui a été fait avec des post-it de films de studio et tout ça. Il y a beaucoup de ça, mais je pense qu'il y a un truc indéniable dans ce film, c'est qu'il a été fait avec l'amour du personnage original et de l'univers. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu sens quand même qu'il y a des fans derrière. Tu sens que oui, il y a le studio qui a dit ça, vous pouvez le faire, ça vous pouvez pas le faire, c'est sûr. Mais des fans sensés, c'est-à-dire je suis sûr que Snyder, et c'est un fan de Batman, il aime bien c'est dark et tout, mais je suis sûr que Snyder il a lu 3 comics Batman et il en est resté là et basta, quoi. Enfin, c'est et le résultat est naze. Là, ça nous donne quelque chose de cohérent et aussi de regardable par un enfant, parce que Batman v Superman, je le recommande pas à moins d'abord je le recommanderais pas, mais genre si tu montres ça à un gamin de moins de 12 ans, c'est genre tu fais une erreur. Ah oui, non, complètement. De toute façon, je pense pas que ça vise pas ce public-là, le film Batman v Superman. Mais est-ce que tu sais que la mère est doublée par Maria Carey? Oui, Madame la mère de Gotham. Non, mais la distribution du film aux US elle est extraordinaire. Enfin, que tu lis les noms, t'hallucines, quoi. Mais il y a Jenny Slate qui joue Harley Quinn, voilà, qui est aussi formidable. Non, vraiment, le film est chouette, le film a plein de qualités. Alors, comme je l'ai dit... Et le problème, c'est que c'est un film de super-héros traditionnel, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, tu vas te faire chier. Bah ouais, et puis comme j'ai dit, moi, il y a eu un moment où les couleurs flashy et le rythme effréné, à un moment ça m'a fait mal au crâne, donc j'ai un peu décroché. Ouais, mais ça reste sensible, si j'ai bien compris. Mais ça reste quand même très bon. Oui, puis je suis content par exemple que je l'ai pas vu en 3D, je sais même pas s'il y a une version 3D qui existe, mais alors en 3D ma tête aurait explosé. Je crois qu'il y a une version 3D, mais écoute, déjà, tu sais, en France, quand tu le vois en VO, t'es content. Ouais, non mais de toute façon, je suis content de pas voir les films en 3D, hein. Je déteste la 3D au cinéma, donc ça ne me pose pas de problème.
Ah, écoute, tu dois être content de la place de Avatar dans Super Ciné Battle. Moi, je trouve que Avatar est beaucoup trop haut dans Super Ciné Battle. Personnellement, je l'aurais vraiment plus saqué que ça, mais bon. Ah, putain, merde, j'ai eu un débat d'une heure avec un pote hier. Il me disait, non, mais comment vous pouvez? J'ai fait, non, désolé. Non, mais ce que vous dites, je suis complètement d'accord. Hein. Avatar, mais qu'est-ce qu'il en reste? Bah, rien. C'est normal, c'est de la merde. Bon. Et alors, ça fait bizarre de dire ça dans une phrase, mais après, c'est juste ce que t'as dit sur ce film qui a rapporté des milliards, mais je recommanderais quand même Lego Batman The Movie parce que vachement plus qu'Avatar. Hein. Parce que j'ai un amour de Batman et c'est un des trucs animés autour de l'univers de Batman que j'ai le plus aimé depuis Brave and the Bold, qui est une série extraordinaire, qui elle aussi prenait le personnage avec légèreté et aussi avec toute la démence que ça peut impliquer, quoi. Il y a Brave and the Bold est vraiment je crois que c'est une de mes séries préférées de ces dernières décennies, quoi. Voilà, et moi je suis d'accord, hein, le Lego Batman c'est un divertissement très très honnête, même si bon j'ai quelques réserves, c'est sûr que c'est pas du niveau de Lego The Movie. On l'a dit, il y a pas la surprise et puis c'est pas aussi intéressant, il y a pas forcément de message non plus. Enfin, le film raconte pas grand-chose, hein, Batman. C'est Batman qui apprend à être apprend à avoir des amis. Voilà. C'est ça l'idée. Et puis il a un arc, au moins il a un arc clair. Et puis c'est un thème qui est quand même exploré dans les comics, hein, l'importance de la Bat Family, le fait que Batman leur cache des trucs, c'est quelque chose qui a déjà été exploré dans les comics récemment d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas inintéressant, même si ça vole pas très haut, mais ça reste un très bon divertissement. Les scènes entre Batman et le Joker sont géniales. Je trouve que le moment où il lui dit que le Joker il n'a pas d'importance pour lui et que ça brise le cœur de Joker, joué par Zach Galifianakis, c'est hilarant. Genre il fait une tête. Ah, c'est très bon. Il a envie de chialer. Vraiment, j'ai envie de le revoir en fait. Plus j'en parle, plus j'ai envie de le voir. Et en disant quand même que c'est pas un film parfait. Voilà. Bah voilà, mais ça reste quand même un film très sympathique et qui vaut largement qu'on y jette un coup d'œil. Vous m'avez traité d'abruti? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. PD. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Parce nous, on balance nos recommandations. Dis-moi, Quix, qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil ces derniers temps? Alors, c'est pas vraiment une recommandation, mais c'est pas vraiment une non-recommandation non plus. Ouais, mais voilà, bon, la Fox vient de lancer plusieurs nouvelles séries. Il y a Légion sur FX, dont j'ai entendu énormément de bien, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas en parler. Mais surtout, il y a 24 Legacy, qui est diffusé maintenant depuis le Super Bowl, qui est donc alors c'est pas un reboot, c'est pas un remake de 24, c'est une suite parce qu'il y a quelques références discrètes qui sont faites à la précédente série. Donc ça se déroule a priori dans le même univers, ça se déroule on va supposer quelques années plus tard, donc de 24, mais cette fois-ci il n'y a plus Kiefer Sutherland parce que Kiefer lui il est occupé dans une autre série qui s'appelle Designated Survivor, dont je parlerai certainement un jour, mais je n'ai pas encore vu beaucoup, donc vu 3 épisodes. Voilà. Ouais, et ça a l'air pas mal, mais je me le garde pour plus tard. 24 Legacy, ça reprend toutes les recettes vues et revues et re-revues de 24, et ça fait sa force et aussi sa faiblesse. Parce que on retrouve une histoire de machination, une histoire de terroristes, et en plus c'est des terroristes qui ont l'air musulmans, ouh là là, quelle surprise. On retrouve un personnage un peu badass qui se retrouve dans une situation pas possible. Alors c'est un acteur, j'ai oublié son nom, c'est un gars qui était dans Straight Outta Compton, c'est une des principales nouveautés de la série, c'est que l'acteur principal est noir. Il y a toujours une CTU, il y a toujours une histoire avec un type qui est candidat à la présidence américaine. Enfin, en gros, t'as l'impression est-ce que les téléphones font toujours Alors, je n'en ai pas entendu, mais tu sais qu'à une époque, à mon bureau, j'avais un téléphone comme ça. C'est la sonnerie caractéristique d'un téléphone IP Cisco. Et oui, parce que Cisco était sponsor de 24, ça avait donné lieu à une phrase absolument calamiteuse dans je sais plus quelle saison où il disait ah non, pas de problème, le réseau Cisco s'est protégé tout seul. Enfin, tu vois, t'étais là genre ok, le placement de produits de merde.
Bref, 24 Legacy, le problème c'est qu'on a l'impression qu'on a déjà vu tout ça. Et qu'on a vu tout ça en mieux parce que le nouveau il est pas mal, mais il a pas la classe de Kiefer Sutherland. Et c'est un peu dommage parce que après une... Alors, ça dépend des saisons. Hein. Kiefer Sutherland, en plus, il vit assez vite dans la série. Ouais, non, mais avec 24, il y a eu des saisons complètement merdiques. Hein. La saison 4 et la saison 6, c'est poubelle direct. C'est vraiment le tréfond de la daube. Mais on pourrait faire un spécial 24. Hein. On pourrait faire un super 24 Battle où on classe les saisons, par exemple. Je crois que Papa les a toutes vues. Mais tu vois, la saison 9 qui se déroulait à Londres, c'était une mini-série de 12 épisodes. Elle était pas si mal. Mais ouais. Elle était bien tenue et surtout parce qu'elle faisait 2 épisodes en fait. Et même la 8 était vraiment pas mal c'était censé être la conclusion, la 8 se tenait, finalement ils ont fait la 9, tout le monde avait peur et la 9 était pas mal. Là, bon, je vais pas condamner la série, surtout que 24 ça se juge pas sur 3 épisodes, surtout que j'en ai vu que 2. Donc voilà, je vais attendre un peu, peut-être qu'il va y avoir des twists de fou furieux. Pour l'instant, j'attends encore un peu, il y aura certainement une taupe qui va être dénichée à un endroit quelconque. Voilà, on verra bien. Pour l'instant, j'ai pas vu de torture, donc je suis pas mécontent que ça soit plus trop mis en avant, mais moi, j'ai une ça viendra peut-être. La question importante pour moi, à part la torture de 24, c'est est-ce que tu as du suspense et est-ce que tu as envie de regarder l'épisode suivant? C'est vraiment ça. Alors, il y a du suspense, mais tu vois, là, j'ai vu 2 épisodes. Je sais que le 3e est sorti, mais je m'en fous, en fait. Je pourrais attendre. Enfin, j'attendrai que ce soit sur Netflix, je pense. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais dans le même temps, je continue à regarder Lethal Weapon, donc je suis peut-être pas très fiable là-dessus, mais Lethal Weapon, c'est mon plaisir coupable quand je fais la vaisselle. Alors peut-être que 24, ce sera la même chose. Écoute, on verra bien. Donc ça a l'air sympa. C'est pas vraiment une recommandation, mais c'est pas vraiment une non-recommandation non plus. Jetez-y un œil si vous êtes en manque de types qui sauvent le monde en une journée. En plus, a priori, ce sera une mini-série aussi. Hein, ce sera 12 épisodes seulement. Donc bon, ça peut valoir le coup qu'on y jette un œil. Enfin bref, bon alors et toi, est-ce que tu es peut-être un peu plus enthousiaste au sujet de ta reco? Écoute, je suis en train de jouer à Nioh, je suis en train de le terminer et je me garde un peu pour Gaijin Dash parce que Pouillot a beaucoup aimé. Moi, je trouve ça très intéressant, mais je suis pas emballé. C'est pas Bloodborne pour moi. D'accord. Mais donc j'attends de le finir quand même pour en parler ici. Et par contre, j'ai mon Guilty. Et même j'assume complètement en fait parce que je trouve que c'est un vrai bon jeu. Je joue à Fire Emblem Heroes, donc un jeu mobile de Nintendo. Ouais. C'est leur 3e jeu mobile après Miitomo et Super Mario Run. Et c'est pas exactement Fire Emblem parce que Fire Emblem c'est des maps, c'est compliqué. C'est des personnages qui meurent. S'ils meurent, ils sont définitivement en dehors de c'est du permadeath. C'est du permadeath comme on dit. Même s'ils ont enlevé cette option, maintenant c'est devenu une option presque le permadeath. Ça reste quand même un jeu de tactique ardu. Et là ils l'ont modifié pour le public portable et surtout pour les besoins. C'est-à-dire ils ont fait des cartes beaucoup plus petites, 8 par 6 cases. Donc c'est vraiment la longueur de ton portable. Et limité à 4 unités par combat en fait. Donc littéralement ça aurait dû s'appeler Fire Emblem Blitzkrieg parce que c'est vraiment ça, c'est genre ça peut aller très très vite une baston. Ouais. C'est très bien pensé en fait pour ça. Alors effectivement, c'est pas la même subtilité que un Fire Emblem général, mais il y a un vrai scénar avec un mode story ou c'est surtout il y a un vrai scénar avec un mode story où tous les univers de Fire Emblem se rencontrent. La production value est géniale. Je trouve que les illustrations sont tellement belles. Et en plus, ils ont repris des vieux persos, mais genre, ils avaient des gueules toutes moches et ils les ont refait pour l'occasion et maintenant c'est devenu trop des beaux gosses. C'est vraiment un jeu à husbando et à waifu. Vraiment, genre, les illustrations sont superbes. Et évidemment, comme c'est Fire Emblem, les musiques, tu tabasses. C'est le jeu mobile avec les plus belles musiques que j'ai jamais entendues. Et quand on n'a jamais joué à un Fire Emblem, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que ça c'est totalement compréhensible. Je pense que on est plus avantagé quand on connaît Fire Emblem parce qu'on connaît la mécanique et effectivement, c'est une mécanique plus simple. Il y a moins il peut moins arriver de choses sur 8 x 6 cases, tu vois. C'est pas un wargame global. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment bien pensé. C'est pensé pour que n'importe qui puisse y rentrer. Alors après, il y a ce qu'on appelle le endgame, c'est-à-dire quand t'as fini les cartes en normal, après tu te fais les modes en expert et tout ça. En fait, donc
après ça devient plus dur. Et là, il y a ce qu'on appelle le gacha. Le gacha au Japon, c'est le fait de tirer au sort tes cartes et tes cartes ou tes personnages. Tu les récupères en tirant au sort en fonction avec des petites, avec des cristaux. Et évidemment, les cristaux ils sont payants, ou alors tu peux les gagner. Pour l'instant, c'est un peu comme dans Hearthstone en fait. Tu gagnes des sets de cartes et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et pour l'instant, j'ai pas payé. J'ai joué très 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 longtemps à ce jeu sans payer. Ouais. Et j'ai pas joué comme les gens qui sont les maniaques du gacha, c'est-à-dire ceux qui rebootent le jeu pour avoir un 5 étoiles, genre un mec vraiment super costaud dès le début. Moi, j'ai dit, je laisse faire le destin, parce que Fire Emblem, c'est un peu aussi un jeu de destin pour moi. Le jeu de la vie. Vraiment le jeu de la vie, exactement. Et j'ai joué de manière naturelle, c'est-à-dire tel que les personnages venaient, et je me conforme au choix du gacha. Et c'est assez dégueulasse parce que j'ai deux personnages 5 étoiles, alors que je vois des mecs qui tirent au sort et ils chopent 5 personnages 5 étoiles, 4 personnages 5 étoiles, alors que je me dis putain, mais moi j'ai tellement claqué de cristaux et j'en ai vraiment très très peu. Et tu peux les upgrader, mais alors ça te prend des lustres, ça te prend vraiment très 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 longtemps. Ouais, c'est une mécanique free-to-play du coup, si tu veux que ça aille plus vite. C'est une mécanique free-to-play, mais tu peux complètement finir le jeu sans payer. Et c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Très bien. Et je vais continuer à jouer pour l'instant. Alors évidemment, hier je dînais avec Pouillot, il me dit non, je sais plus si c'était Pouillot ou quelqu'un qui me dit mais dans un mois tu vas plus y jouer. Et j'ai dit mais quel jeu je joue quel jeu je continue de jouer au bout d'un mois, à part tu vois, à part Street, tu vois, à part un jeu sur lequel tu dors, quel jeu te dure plus d'un mois? J'ai dit, si un jeu mobile me tient 2 semaines, déjà, c'est extraordinaire, hein, pour moi. Alors, moi, les Dragon Quest me tiennent plus de 2 semaines, quand même. Mais du coup, quand j'aurai fini le 5, je regarderai Fire Emblem Heroes. Ah, bah voilà. Bah écoute, j'ai presque fini Dragon Quest 5. Je crois que Dragon Quest 5, c'est mon préféré jusqu'ici. C'est mon préféré aussi, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. On fera un spécial. Ouais, on fera un spécial Dragon Quest. Et je me permets aussi de recommander un truc que je pensais pas, et tu sais, parfois on hate facilement. J'ai vu des gens en dire du mal sur Twitter parce qu'ils tweetaient la jaquette de cette BD, et en disant oh regardez comme c'est moche. Et c'est vrai que c'est pas le dessin habituel. C'est Jolly Jumper ne répond plus, dessiné par Bouzard. Et alors j'ai beaucoup d'affect pour les Lucky Luke de Goscinny en fait, parce que c'était vraiment la quintessence du style Goscinny Maurice. Pour moi, vraiment les très belles planches de Maurice de cette époque, je suis complètement amoureux. J'adore Le Grand-Duc, par exemple, c'est un de mes albums préférés. Et là, Bouzard a fait quelque chose d'autre, où c'est Jolly Jumper qui ne répond plus. Effectivement, Jolly Jumper est dépressif. Il ne parle plus de toute la BD. Donc Lucky Luke monologue pendant toute la BD. Et quand j'ai compris le twist, en fait, c'est OSS 117 en western, en fait. C'est que Lucky Luke est complètement tarte. Il se dit, bon, bah, écoute, c'est peut-être parce que je change pas de vêtements, donc il va se changer, et il inverse. Il prend un foulard jaune et une chemise rouge, tu vois, il inverse la couleur de ses vêtements. Il se dit peut-être qu'il va se parler, et le cheval, il en a rien à foutre. Et il lui arrive des petites aventures. J'ai ri quelques fois d'une BD que je pensais pas en rire. Et en fait, le problème de Lucky Luke aujourd'hui, c'est que je trouve que en tant que personnage, il a du mal à exister. Il a du mal à exister aujourd'hui. Le western parodique, ça fonctionnait vraiment bien dans les années 60 et 70, mais c'est comme les tuniques bleues. Aujourd'hui, si tu le regardes avec les yeux d'aujourd'hui, tu fais waouh, c'est une comédie sur la guerre de sécession, et c'est quelque chose qui ne pouvait être fait que par ces gens-là. Il y a que Covin et Lambil qui peuvent faire les tuniques bleues, et pour moi il y avait que Maurice qui pouvait faire Lucky Luke. Et après, comment il s'appelle? C'est Laurent Gérard. Enfin, Laurent Gérard a fait des albums. Ah, les albums de Lucky Luke de Gérard sont nullissimes. Bah ouais. Enfin, ceux que j'ai lus en tout cas. Je pense que vraiment, c'est plus qu'un truc d'une époque, c'est que ça doit être fait par l'auteur original. Et si c'est plus fait par l'auteur original, ça n'a plus vraiment de sens. Ou alors, il faut le faire différemment. Et c'est ce que Bouzard essaie de faire. Donc, si ça vous intéresse d'imaginer un OSS avec un OSS western avec un cheval dépressif, essayez, peut-être que vous allez rire quelquefois. Ah tiens, j'ai une dernière reco que je vais glisser rapidement. C'est notre émission.
Alors déjà, contre reco, je vous conseille de d'unfollow Laurence Haïm, qui n'est plus du tout rigolote maintenant qu'elle est porte-parole d'Emmanuel Macron. Et j'ai une vraie recommandation. Putain, faut faire un super Macron battle. Mais oui, j'ai une vraie recommandation, c'est le Twitter de Chris Evans, qui est en train de se latter sur Twitter, de se tweet clasher avec David Duke. Et donc c'est Captain America qui se bat contre un nazi sur Twitter, et c'est formidable. Voilà, c'était ma petite recommandation express. J'ai vu tes retweets ce matin et je t'ai dit, je le trouve formidable. Déjà, j'aimais Chris Evans, mais je ne peux que l'aimer encore. Ah, il prend son rôle à cœur. C'est la fin du 32e épisode d'After Eight. Eh ouais, déjà. Quicks, où peut-on te graber, comme on dit aux États-Unis? Alors, on peut me graber sur Twitter KWYXZ, sur les forums de Gamecult où je suis modérateur, sur Gaming Since 98X où j'ai écrit un petit article qui est aussi reproduit sur Geekzone, sur une interface qui s'appelle Attract Mode pour pimper un peu ces émulateurs et notamment sa borne d'arcade si vous avez monté un PyCAD suite à mes conseils à mon précédent article. Et bah c'est à peu près tout. Et toi Daniel, où peut-on te retrouver ? On peut me retrouver sur Twitter Camé Robotics et puis évidemment sur Super Ciné Battle. Et je présente After Eight. Je sais pas si t'as écouté After Eight, mais After Eight, oui, j'écoute, c'est vachement bien. Merde, MDR. Ah, putain. Bah, ouais. Tu présentes MDR, qui est une émission MDR. sur les comédies françaises. Je sais pas si tu as écouté MDR, mais j'écoute effectivement, assidûment MDR. Je parle beaucoup moins, mais par contre, je punchline. Voilà, c'est ce que je fais. Et donc, je me marre de plus en plus à faire MDR avec ma team de choc copains. Et de charme. De choc et de charme. Vraiment un podcast très très diversifié par les temps qui courent. Et on va juste dire un mot. On est désolé parce qu'on a eu des petits soucis techniques sur After Eight. Voilà, on a eu des problèmes techniques sur le site, on a eu des problèmes techniques aussi avec le flux. A priori, ces problèmes sont résolus. Maintenant, si vous avez encore des problèmes, n'hésitez pas à nous en parler sur Twitter, je regarderai au cas par cas. Ce qui est important pour nous de savoir, c'est si vous voulez bien nous donner votre adresse IP, ça peut m'aider pour filtrer les logs et essayer de voir où sont les problèmes. Et surtout, quel est le client que vous utilisez pour accéder soit au site, soit au podcast, ça aussi, ça peut m'aider. Voilà, et puis à peu près à quelle heure vous avez eu le souci, enfin bref, toutes les infos possibles peuvent aider si vous avez encore des problèmes pour accéder au flux ou accéder au site. We've got an army, we've got a Quicks. C'est mon leitmotiv. Et d'ailleurs, quelle chance que tu sois un ingénieur réseau, parce que moi j'entrave rien du tout à tout ça. Et alors que pour toi, c'est comme le russe pour moi. Pour moi, c'est mon job. Mais c'est ta langue maternelle. Il est encore prévu qu'on migre sur une machine plus puissante, mais moi j'ai fait une demande de migration, mais la procédure est automatisée et les gens de chez mon hébergeur ne sont pas capables de me dire quand ça sera disponible. Donc voilà. Donc en attendant, je sais que tu seras le meilleur. Ouais. Donc en attendant, j'ai fait des modifs sur le serveur. Normalement, maintenant, ça devrait tenir. Et puis, avec un peu de chance, on aura bientôt une machine avec beaucoup plus de patates pour beaucoup plus tenir. Et la phrase rituelle, c'est que vous pouvez retrouver After Eight sur notre site after8.fr. Vous pouvez nous retrouver aussi sur iTunes. Et on met aussi l'épisode sur YouTube. Et YouTube, c'est tout le temps là. Et puis on apprécie aussi le fait que vous mettiez des petites étoiles sur iTunes parce que ça aide à notre référencement et qu'on voit passer plein d'articles sur le monde du podcast et comme on est des indés, on parle jamais de nous. Donc si vous parlez de nous, c'est gagné pour nous. C'est un peu, vous faites exister After Eight. Et puis je crois que c'est tout. Est-ce qu'on se dit à bientôt, mon ami Quicks ? Eh ben, on va se dire à la prochaine. Des bisous. Est-ce que je peux te demander une minute de toilette ? On n'a pas la peine d'interrompre le machin, c'est genre une minute de toilette, c'est indispensable. Allez, vas-y. Et puis si on entend les bruits, eh ben ça sera en fin d'épisode. Si on t'entend pousser sur le toilette, Daniel, ça sera en fin d'épisode. Vous entendez Daniel qui fait caca. Je crois qu'il a fini. Ah bah non.
25 chez moi quand même. Hein. J'aimerais bien qu'il termine son popo. Parce que bon, il y en a qui bossent demain quand même. Ah, ça y est, il a tiré la chasse. Oh là là. Oh là là, ce mal de bide intense vite fait. Et T'inquiète voilà, pas, ça on bouge. n'a rien entendu.